Bonjour, un professeur, chercheur, universitaire, destructeur de mythes est notre invité cette semaine, ou si vous préférez un déconstructeur qui travaille sur un terrain pour le moins miné, la formation et la représentation du pays qui est le sien, Israël. Il s'appelle Shlomo Sand. Après avoir écrit en 2008 Comment le peuple juif fut inventé, un livre publié en France chez Fayard et chez Flammarion aussi dans la collection Chant, créé il y a des milliers d'années ou bien par des historiens juifs du 19e siècle qui ont reconstitué un peuple imaginé afin de façonner une future nation. Un ouvrage traduit en une vingtaine de langues et écrit pour, je cite son auteur, créer une greffe mémorielle d'un nouveau genre, une mémoire consciente de la vérité toute relative dont elle est porteuse et qui cherche à souder en un récit nouveau des identités locales en voie de constitution avec une conscience universelle et critique du passé. Il nous propose aujourd'hui chez Flammarion comment la terre d'Israël fut inventée, de la terre sainte à la mère patrie, dans lequel, cette fois, il affirme « Je ne pense pas aujourd'hui qu'ait jamais existé un peuple juif qui aurait été exilé de sa terre et dont l'origine se situerait sur l'antique terre de Judée ». Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, www.rfi.fr, et qui est réalisé bien sûr par Vanessa Rovensky. Bonjour Shlomo Sand. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Alors je précise que vous avez fait vos études d'histoire à l'université de Tel Aviv et à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Donc vous connaissez bien Paris, la France. Et depuis 1985, je crois, vous êtes professeur d'histoire contemporaine. Oui, je suis parti en Israël à 85, oui. À cette même université de Tel Aviv. Alors vous êtes aussi l'auteur de La Nation et du peuple juif chez Renan, aux éditions Les Liens qui libèrent en 2009, ou bien encore Les mots et la terre, les intellectuels en Israël chez Fayard. Écoutons ceci, Shlomo Sand. Nous sommes en novembre 1947 à l'ONU qui vote un plan de partage de la Palestine. Puis le 14 mai 1948 lors de la naissance d'Israël et nous allons entendre David Ben Gourion. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Par la force de notre droit naturel et historique et sur la base de la décision des Nations Unies, nous déclarons ici la création de l'État juif dans le pays d'Israël qui sera l'État d'Israël. Convaincus de la puissance d'Israël, nous, le Conseil d'État provisoire, signons de nos mains le parchemin de la création de l'État juif que nous créons en nous levant sur la terre de la patrie à Tel Aviv, en ce jour, la veille de Shabbat, 14 mai 1948. Alors tout est dit presque déjà en commençant cette émission dans la bouche de David Ben Gourion qui parle de droit naturel et historique, qui parle d'un État juif, qui parle de la terre de la patrie. Tout ça c'est au cœur de votre dernier livre, Shlomo Sand. Oui, justement, si j'ai critiqué les notions de peuple juif dans le premier livre, j'ai essayé dans le dernier livre de déconstruire l'idée que cette terre là-bas, Palestine, Israël, a appartenu aux Juifs durant 2000 ans. C'est ce que vous écrivez. Je n'ai pas reçu comme allant de soi l'idée de droits historiques des Juifs sur la terre promise. Oui, parce que, vous savez, droit historique. Si on regarde qui a réclamé dans le XXe siècle les droits historiques, c'est plutôt les gens qui n'étaient pas très sympas. C'est-à-dire, comme vous savez très bien, les Allemands ont exigé Alsace-Lorraine sous le principe de droit historique. Et par contre, la France toujours s'appuyait sur le droit démocratique de la volonté des citoyens, des habitants des Alsace-Lorraine de choisir leur propre État. Maintenant, parler des droits historiques, oui, les Serbes, dernièrement en Bosnie, au Kosovo, ont réclamé des droits historiques parce que c'est vrai qu'il y a 200 ans, pas 2000 ans, il y avait des gens plutôt orthodoxes, chrétiens, qui étaient la majorité en Bosnie et en Kosovo. Mais je crois que chacun qui est démocrate et libéral n'accepte pas les principes serbes
sur le droit historique sur Kosovo, parce qu'on s'appuie sur le fait qu'aujourd'hui il y a des majorités des gens qui parlent albanais et pas serbes, et voilà, je crois que tous les démocrates ont soutenu la volonté des Kosovars de certaines autonomies et indépendances. Parler pour les Juifs droit historique après 2000 ans, pour moi, jamais été quelque chose de sérieux. Même que c'est inscrit dans la déclaration d'État d'Israël, et comme nous avons entendu des propos de Ben-Gurion. Après 2000 ans, des droits historiques des Juifs. Mais comment? Si on va arranger le monde comme c'était il y a 2000 ans, on crée une maison d'asile sur le plan international. Et les Arabes, par exemple, les musulmans peuvent retourner en Espagne parce qu'ils étaient chassés. Les Indiens peuvent retourner à Manhattan, réclamer toute la terre de Manhattan parce qu'il y avait des tribus indiennes. On ne peut pas cesser avec ça. Non, je ne crois pas que les Juifs ont eu un droit historique sur la terre de Palestine. Premièrement, et ça j'ai essayé de prouver aussi dans les premiers livres, les Juifs jamais n'étaient exilés de ces terres. Et d'ailleurs, personne ne l'a contesté. Alors, est-ce que votre livre a fait l'effet d'une bombe intellectuelle en France, notamment, mais il a été traduit dans de nombreuses langues. Donc, vous avez remis en cause, car telle est votre démarche d'universitaire, de chercheur, quelque chose qu'on considérait comme acquis. Le peuple juif chassé de sa terre, exilé, et qui retourne 2000 ans plus tard sur cette même terre. Toute ma vie, j'ai été éduqué sur ce principe, de ce savoir que les Juifs étaient chassés de leur terre. Ils ont devenu un peuple nomade. À la suite de la destruction en 70 de parties c'était tellement évident, temple, tellement évident pour tout le monde, gauche, droite, extrême, modéré. Je me souviens au début, quand j'ai commencé à travailler sur le premier livre, moi aussi je n'ai pas mis en doute l'exil. Sauf qu'à certains moments, après que j'ai terminé les parties sur l'archéologie, etc., qui a prouvé que l'histoire de la Bible n'est pas vraiment une histoire, mais plutôt des mythes, et je me souviens me demander, à propos d'exil, est-ce que l'exil a eu lieu? Le grand exil des Romains, des Juifs. Et je cherche dans la bibliothèque de l'Université de Tel Aviv, qui est une grande bibliothèque sur le judaïsme, une des plus grandes, sauf Jérusalem. Je ne trouve pas même un bouquin sur l'exil. Acte fondateur du judaïsme, même pas un livre. Et je déclare ici à la radio maintenant, si quelqu'un me trouve un travail de recherche sur les actes d'exil des Juifs par les Romains, je vais donner ma démission de l'Université de Tel Aviv. Voilà, c'était enregistré. Découvrir qu'il n'y a pas un exil, voilà, donc la question était... Bouleversement, là. Donc, immédiatement, j'ai pensé, qu'est-ce que s'est passé avec les populations en place? Une deuxième question, de où il y a tellement de Juifs? Donc, tous les livres suivent ces deux questions. Essayer de répondre, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la réponse était que la population restait en place, et s'est christianisé, après s'est islamisé. Et la plupart des Juifs dans le monde, des communautés juifs importants dans le monde, étaient un fruit de prosélytisme et de conversion. Maintenant, on m'a accusé, après les premiers livres, que mon livre était de rompre le lien, en fait. Des liens entre les Juifs et la terre, leur terre. J'ai jamais pensé que c'est leur terre. C'est-à-dire, ça, c'était évident pour moi, qu'après 2000 ans, on ne peut pas réclamer droit historique comme il y a une population en place. Il ne faut pas oublier qu'en Balfour, ou plutôt, parlait sur le début du 19e siècle. Il y a en Palestine, au début du 19e siècle, qui c'est une terre de l'Empire turc, ottoman, il y a 5000 Juifs, surtout à Jérusalem, et 250 000 de gens qui parlent arabe. Je ne dis pas palestiniens, parce que je ne crois pas qu'ils étaient palestiniens. Donc, un quart million face à 5000. À l'époque des déclarations de Balfour, 17, comme l'Empire britannique donne les droits aux Juifs, un foyer national. On verra dans quelles conditions, d'ailleurs. Oui, il y a en Palestine, à cette époque, 700 000 Arabes et 60 000 Juifs. Donc l'Empire britannique et Balfour n'adoptent pas le principe de l'autodétermination, le droit des peuples d'avoir leur propre souveraineté. Maintenant, je n'ai pas cru, et je n'ai pas écrit les premiers livres pour balayer les rapports entre les Juifs et la terre, parce que je n'ai pas pensé qu'il y a un droit historique. Et dans ce livre, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne nie pas l'affinité profonde de la religion juive avec cette terre.
Je crois que chaque musulman a une affinité très profonde avec Mecque. Et comme Avec beaucoup, le mec, ouais. et beaucoup de chrétiens ont un rapport très profond avec le Vatican. Vous devez savoir, à travers les âges, des Juifs ont eu des rapports profonds de nostalgie, d'affinité avec Jérusalem. Plutôt Jérusalem qui est la terre. Et ce n'est pas une terre dans le sens physique des terres. Ces rapports étaient métaphysiques. Et qu'est-ce que ça veut dire métaphysique? Ils ont cru que la rédemption, le Messie, va sortir de Jérusalem. Et à ce moment-là, comme le Messie va arriver, à ce moment-là, des vivants et les morts vont venir à Jérusalem ensemble. Ça veut dire une grande quantité de Juifs, si c'est tous les morts. Mais jamais il n'y avait pas une pensée dans la tradition juive, dans la religion juive, que cette terre appartient aux Juifs, que cette terre est une patrie, parce que ce sens de patrie nationale n'a pas existé dans le judaïsme et chez les Juifs. Alors, Shlomo Sand, votre livre s'articule autour justement de cette notion de patrie, cette étude, cette notion de frontière également, mais vous étudiez aussi le sionisme, cette notion de sionisme, rapport avec les chrétiens et rapport aussi avec le judaïsme. On verra que sionisme et judaïsme, c'est pas forcément la même chose. Alors, première partie, donc je voudrais qu'on s'y arrête, vous avez commencé à en parler, cette notion de patrie, cette notion de territoire. Vous dites que les livres de la Bible, je vous cite, ne contiennent aucune dimension politique faisant référence à une patrie. Donc, alors que la Bible est considérée comme la référence, j'allais dire, suprême. Premièrement, le mot patrie en hébreu existe dans la Bible seulement comme lieu de naissance, pas un territoire. Et même le mot Eretz Israël, la terre d'Israël, n'existe pas dans la Bible comme un nom de tous ces territoires. Maintenant, la Bible pour moi n'est pas un livre d'histoire, c'est une grande œuvre théologique, ou plutôt des livres théologiques. Vous dites que c'est une bibliothèque. C'est plutôt une bibliothèque qu'un livre, qui a été écrit par tellement de gens différents, avec un consensus plus ou moins de monothéisme, des principes, plus ou moins, parce que c'est pas clair parfois. Ce qui veut dire qu'on peut y trouver ce qu'on a envie d'y trouver. Toutes les grandes œuvres dans l'histoire se donnent à des interprétations différentes. C'est pas seulement la Bible, vous pouvez parler sur Karl Marx, les écrits de Karl Marx, qui pourraient servir des pires totalitarismes et des mouvements de libération sociale, etc. Et votre Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Bon, revenir à la Bible. La Bible, il n'y a pas de notion de patrie, il y a une notion de territoire, de la terre, que Dieu a promis aux Juifs. La terre promise. Mais cette terre promise n'était pas un cadeau qu'on donne, et les gens sont contents. Un cadeau, comme on donne un cadeau, c'est pour toujours. Mais tous les livres, si on les lit avec l'angle que j'ai essayé de les lire, on voit que la terre est donnée à une condition. À une condition. Et tous les livres, Dieu menace son peuple, c'est-à-dire les gens qui le croient en lui, il menace que s'ils arrêtent de croire en lui, la terre ne sera pas leur terre. Et d'ailleurs, Dieu insiste dans la Bible tout le temps que la terre n'appartient pas à l'être humain. Ça appartient à lui et il le donne comme quelque chose caution, c'est-à-dire on peut l'autoriser et il peut le prendre. Et il le prend. C'est-à-dire toute la logique biblique dit que Dieu a pris cette terre, a chassé ses peuples. Tous les livres sont sous les menaces d'exil, je parle babylonien, c'est-à-dire les Juifs ont péché, donc ce n'est pas leur terre. Mais ça, c'est intéressant que si la notion de patrie n'existe pas dans la Bible, il existe moins dans le Talmud. Même comme dans le Talmud apparaît la terre d'Israël comme notion religieuse, pas du tout géopolitique. Donc je répète, les Juifs n'ont pas eu une patrie, ils ont eu une terre promise comme une notion profondément religieuse. Alors vous faites aussi une étude évidemment des Écritures, de la Bible, et vous dites que les révélations divines finalement se sont passées au-delà des frontières de ce territoire des Juifs. Tout à fait, c'est-à-dire revendiqué. Tous les rapports terre, croyance, etc. est très moderne, si vous voulez. Et ça c'est intéressant.
le sionisme a pris les légendes, les mythes. D'ailleurs, ce n'est pas le seul nationalisme, ce n'est pas la seule idée nationale qui profite des légendes, des mythes du passé. Nous savons ici en France aussi, on a pris des mythes, des Gaulois, des gens d'Arc, qui a construit un peuple éternel presque, qui remonte à Clovis et peut-être beaucoup plus en avant, de Jules César, etc. Bon, chacun autorise les matériaux mythiques pour construire une idée nationale et une idée de patrie. Maintenant, le sionisme, qui n'était pas un mouvement religieux du tout au début, je peux dire qu'il était un mouvement qui s'est libéré de la religion pour construire un sujet historique réel qui peut agir sur l'histoire. Donc, quelqu'un a formulé ça très bien. Dieu n'existe pas, mais il nous a promis la terre. Oh, Dieu est mort, mais il a promis la terre. C'est-à-dire le sionisme, qui est un mouvement laïque en profondeur, a mobilisé les mythes de la terre promise pour essayer de convaincre le monde que c'est la terre des Juifs. Mais, j'ai dédié dans mon livre un chapitre très long, peut-être un peu trop long, sur le fait que l'idée que cette terre appartient aux Juifs, dans le sens moderne des termes comme patrie, n'était pas née chez les Juifs, n'a pas surgi dans les communautés juives. C'est une invention chrétienne, et pour être plus précise, protestant, puritain et évangéliste à la fin. C'est-à-dire l'idée sioniste n'était pas une idée juive. À partir du XVIIe siècle, c'est une idée plutôt protestante. D'ailleurs, pas du tout catholique. Il faut expliquer pourquoi d'ailleurs. Premièrement, les Juifs ont eu un problème avec cette terre parce qu'on ne peut pas aller là-bas tant que le Messie n'arrive pas. C'est un péché. Et le Talmud donne un ordre. Jamais ne pas aller là-bas comme un groupe collectif. Les chrétiens, les protestants, justement, n'ont pas eu cet ordre religieux qu'on ne peut pas entrer dans cette terre avant la rédemption, parce que pour les protestants, la rédemption a eu lieu avec la naissance de Jésus-Christ. Et c'est très intéressant que dans le XVIIe siècle, comme les puritains cherchent un modèle pour essayer de bâtir une nouvelle nation anglaise, ils cherchent des modèles. Nous savons très bien qu'en France, pour les gens qui construisent la nation française, ils ont le modèle de la République romaine, de Rome, ancien, antique. Mais les puritains sont très religieux. Ils ne peuvent pas prendre comme modèle des païens, c'est-à-dire les Romains. Cicéron, tout ça, c'est des païens, n'est pas chrétien. Ils ne peuvent pas prendre de non-monothéisme antique romain comme un modèle pour former une nouvelle nation. Ils cherchent des modèles. Boudica, cette leader des tribus qui ont lutté contre les Romains, aussi ne peut pas, à ce moment-là, XVIIe siècle, d'être modèle. Boudica va devenir la mère de l'Angleterre seulement dans le XIXe siècle. XVIIe siècle, pour commencer et créer quelque chose qui sera, à mon avis, des proto-nationalisme, pas vraiment encore d'idée de nation, il mobilise la Bible, parce qu'ils sont des croyants, des puritains. C'est eux qui inventent à la fois le peuple d'Israël comme une nation et la terre d'Israël comme patrie. Et voilà, c'est les sert comme modèle. Et c'est très intéressant qu'au XIXe siècle, l'évangéliste prend cette idée, ils vont plus loin. Professeur d'histoire contemporaine à l'université de Tel Aviv, Shlomo Sand vient d'écrire un essai qui s'intitule « Comment la terre d'Israël fut inventée, de la terre sainte à la mère patrie », un livre publié chez Flammarion. Il est notre invité aujourd'hui. Et avant de le retrouver, écoutons une autre archive sonore. On y entend Chaim Weizmann, le premier président d'Israël entre 1949 et 1952, puis à nouveau David Ben Gourion, le 14 mars 1948, le jour de la naissance d'Israël, sur une musique de Kurt Weill en hommage à Chaim Weizmann, justement. C'est un extrait sonore de l'émission de France Culture intitulée La Fabrique de l'Histoire du 11 janvier 2008.
there should be one place in the world, in God's wide world, where we could live and express. Il devrait y avoir un endroit au monde où nous puissions vivre et nous exprimer selon notre caractère et apporter notre contribution spécifique à la civilisation selon les modes et les moyens qui nous sont propres. L'histoire juive s'est toujours faite à partir du petit reste d'Israël. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. Le pays d'Israël est le lieu où naquit le peuple juif. C'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national. C'est là qu'il acquit son indépendance et créa une civilisation d'une portée à la fois nationale et universelle. C'est là qu'il écrivit la Bible et en fit don au monde. Contraint à l'exil de Terre Sainte, le peuple juif lui demeura fidèle dans tous les pays de la dispersion, priant sans cesse pour y revenir, en espérant toujours y restaurer sa liberté nationale. Alors là, avec ces extraits sonores, Shlomo Sand, j'ai voulu un petit peu vous provoquer parce que nous sommes à nouveau dans le mythe, ce que vous déconstruisez depuis des années dans l'histoire du pays qui est le vôtre et que vous aimez, Israël, je le précise aussi. Comment réagissez-vous quand vous entendez Chaim Weizmann et David Ben-Gurion parler à nouveau de l'histoire juive et d'Israël, d'Eretz Israël, de cette Bible qui s'était écrite sur place? Vous savez, à force de répéter quelque chose, on commence à croire. C'est les bases de toutes les croyances et les religions dans l'histoire, je crois. Et oui, j'ai été grandi avec cette répétition, avec ces propos, toute ma vie. Et même à l'époque, j'étais politiquement un peu, comment dire, radical. Je continuais à croire à des mythes fondamentaux d'Israël. Maintenant, je ne crois pas qu'un peuple a retourné à sa terre. Premièrement, je ne crois pas que c'était un peuple. Et d'ailleurs, vous l'avez montré dans ce livre, oui, comment le peuple juif fut inventé, publié en 2008 et publié en poche chez Flammarion aussi. Et le plus important, ce peuple n'était pas chassé de la terre d'Israël et il n'est pas revenu avec sa propre volonté. C'est-à-dire, on croit que les Juifs voulaient retourner. Premièrement, ils n'ont pas retourné du Milan. La question, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas un lieu dans le monde que les Juifs ne peuvent pas quitter et partir vers sa patrie, soi-disant sa patrie. À Paris, il y a pas mal de Juifs pro-sionistes qui aiment Israël. C'est naturel pour moi qu'ils aiment Israël, mais ils ne font pas leur valise pour aller là-bas. Ils préfèrent vivre dans leur patrie qui s'appelle la France. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle, Shlomo, une histoire, une blague que vous publiez d'ailleurs dans une bonne vieille plaisanterie yiddish, qui dit « Qu'est-ce qu'un sioniste ? C'est un juif qui collecte de l'argent auprès d'un deuxième juif afin de pouvoir faire immigrer un troisième juif en terre d'Israël. » Oui. Donc, si on regarde le début du sionisme, le début de cette émigration vers Palestine à la fin du XIXe siècle, on voit que cette marche de la société juive de l'Europe de l'Est et que la majorité des Juifs, peu importe les couleurs politiques, peu importe les façons de croire, c'est-à-dire, ils étaient contre l'idée sioniste de retourner ou d'aller ou de monter vers Palestine. Pour vous donner un exemple, parce que parfois les chiffres sont les meilleurs destructeurs des mythes. Vous savez que jusqu'en 1924, que les États-Unis ferment ses portes devant l'émigration massive des Juifs de l'Europe de l'Est, il y a 2,5 millions de Juifs de l'Europe de l'Est, des peuples yiddish, qui sont émigrés vers le continent américain. Et à cette époque, il y avait quelque chose comme 70 000 Juifs, même moins, qui ont émigré vers la terre de Palestine. Rien à voir avec l'idée sioniste que les Juifs ont inspiré d'aller à leur terre pendant 2000 ans. Ils préfèrent aller aux États-Unis, visiblement. Et même aujourd'hui. Hein. Oui. C'est-à-dire, à la fin des années 80, au début des années 90, et j'insiste sur ça, les vagues d'immigration
des Russes juifs qui sont venus avec la déconstruction de l'Empire soviétique, ils voulaient aller aux États-Unis et pas en Israël. Et Israël a fait n'importe quoi, un point de vue de pression tellement fort sur Reagan, qui ne laisse pas les réfugiés juifs qui ont souffert à cause des conditions économiques avec la destruction de l'Union soviétique, pas tellement avec l'antisémitisme. Ils voulaient aller vers les États-Unis, ou vers la France, ou vers l'Angleterre, ou vers la... Ils ont fait tous pour les cheminer vers Israël. Donc l'idée de base qu'on a attendue chez Weizmann, qu'on a attendue chez Ben Gurion, ce n'est pas les idées des Juifs, c'est des idées des sionistes qui étaient minorité toujours chez le comité juif mondial religieux ou socialisant, c'est-à-dire les vrais partis juifs dans l'Europe de l'Est, les grands partis, parce que le sionisme était marginal, étaient le Bund, une partie social-démocrate, si on veut dire, pas bolchevique, qui exigeait une autonomie pour la culture yiddish, de ce peuple yiddish qui cristallisait l'Europe de l'Est, et ils étaient anti-sionistes. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que les sionistes inventent avec une patrie au Proche-Orient. C'était ridicule. Et même les sionistes, aujourd'hui, à Paris, à New York, à Washington, ne veulent pas aller vivre en Israël. C'est-à-dire, ça m'étonne comme ils parlent sur les aliyah, c'est-à-dire monter en Israël, et eux-mêmes ne veulent pas. Et une fait très importante, aujourd'hui, il y a plus de juifs israéliens qui quittent les pays d'Israël que des juifs qui arrivent en Israël. Donc je me demande, si moi, je déconstruis le sionisme, je crois que les juifs eux-mêmes, par les actes, par leur vie, ne sont pas sionistes en profondeur. Ils ont affinité avec Israël, pour moi c'est naturel qu'ils ont affinité en Israël, mais je ne dois pas lutter contre le sionisme. Et d'ailleurs, je ne me définis pas comme anti-sioniste. Je ne suis pas sioniste en profondeur parce que je suis démocrate. Donc, je crois qu'Israël doit appartenir à tous ses citoyens et pas seulement aux juifs du monde. Mais j'insiste que le sionisme est à la fois à cause de l'antisémitisme, des vagues d'antisémitisme à la fin du 19e siècle, aussi à cause de Hitler, centrale, et évidemment et après avec le génocide nazi. Bien sûr. C'est eux les responsables de la création d'État d'Israël. Ce n'est pas un désir des Juifs vivre là-bas, de tout. Je crois que l'Europe nous a craché sur les Arabes. Vous comprenez? Ce n'est pas le désir des Juifs d'aller au Proche-Orient qui est la base de l'État d'Israël. C'est le malheur des Juifs qui est la base d'État d'Israël. Alors, il faut expliquer aussi qu'il y a de la géopolitique là-dedans. Vous expliquez très bien dans ce livre qu'à la fin du 19e siècle, à l'époque de Balfour, de Herzl, la Grande-Bretagne avait aussi intérêt à envoyer des Juifs en Palestine. Oui, j'essaie de montrer que contre cette légende que Balfour, c'est une sorte de sauveur des Juifs, etc. Lord Balfour était un colonialiste britannique typique, avec une base, si vous voulez, chrétien, protestant, qui a pensé qu'il y a un lien des Juifs avec la terre d'Israël. Balfour, le père de cette notion de foyer national pour le peuple juif. Oui, qui a resté en Israël. Vous savez, Balfour, c'est important. Hein. Il y a une rue principale à Tel Aviv et partout, des Balfour, etc. Balfour était un peu antisémite. C'est-à-dire, vous écrivez dans le livre. Oui, c'est-à-dire, il faut faire attention parce que vous savez, il y a plein de couleurs d'antisémitisme. Savoir de quoi on parle. Oui, c'est-à-dire, il ne faut pas généraliser. Hein. Et pas tout le monde est Hitler. Mais il n'a pas aimé spécialement. Et il était très inquiet avec cette vague émigration que je parlais. Donc, à certains moments, il y avait plus de 200 000 juifs et migrants en Grande-Bretagne. Donc, je crois que la décision de déclarer un foyer juif vient, premièrement, d'une tradition protestante, deuxièmement, par un intérêt colonial britannique. Vous savez, après l'accord Sykes-Picot de 1915, partage donc de l'Empire ottoman terre de Palestine a dû être sous la tutelle de deux impérialismes, colonialisme de cette époque français-britannique. Je crois que l'idée à 17 d'un foyer juif, c'était une sorte de manipulation britannique pour avoir un acquis sur tous ces territoires qui est trop proche des canaux de Suez. Mais deuxièmement, c'est empêcher de faire venir des juifs en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, Balfour, avec toute sa volonté, n'a pas proposé aux juifs
une terre, un territoire en Écosse, sa patrie natale. On parlait d'Ouganda, hein, à un moment. Il a parlé Ouganda. Qui était le Kenya. Le Kenya d'autrefois, mais après c'est Kenya d'aujourd'hui, à cette époque c'était Ouganda. Mais il fallait trouver une solution pour cette vague des émigrés, mes ancêtres sales, vous savez, avec les langues bizarres yiddish qui ont commencé à peupler les London, les quartiers pauvres de Londres. Et il fallait penser qu'est-ce qu'on fait avec eux. Et je crois que l'idée des foyers juifs en Palestine, c'est un croisement de 3 processus. C'est-à-dire, certain antisémitisme britannique, empêcher l'immigration, intérêt colonial, et aussi, sur les bases idéologiques, une grande sympathie protestante vers l'idée que les peuples israéliens arrivent sur cette terre, parce que dans l'évangélisme, dans le 19e siècle, commence à cristalliser une idée. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a 60 millions d'Américains qui partagent ça. Que c'est seulement au moment que les Juifs vont réunir sur la terre de Palestine, à ce moment-là, l'Apocalypse arrive, tiers des Juifs vont être tués, tiers des Juifs sur les Palestines vont être convertis, et je crois qu'à peu près c'est comme ça, et à ce moment-là, la rédemption, les grandes rédemptions arrivent. C'est-à-dire, les Juifs doivent être sacrifiés pour les rédemptions importantes du christianisme. C'est très intéressant que ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui chez beaucoup des électeurs américains. Idée. La parole à ceux qui pensent le monde. Shlomo Sand, donc on a entendu David Ben Gourion juste après la guerre, donc après le génocide juif des nazis. Là, évidemment, cette notion de terre promise a pris une autre résonance, évidemment. Tout à fait, je crois qu'après le génocide nazi, comme tellement de Juifs erraient comme ça sur les routes en Europe, entre eux mes parents, parce que moi j'étais né dans un camp de réfugiés en Autriche, et il fallait trouver une solution. Et les Américains, en 1945, ne voulaient pas accepter des Juifs, ni la France, ni la Grande-Bretagne. Donc il fallait trouver, et c'était les préconditions pour cheminer vers l'idée de déclarer un État pour les Juifs en 1947. Mais, au point de vue de justice, il faut regarder de près. Les populations en place, qui à 1947 étaient déjà composées de plus d'1,25 million arabes, n'étaient pas coupables des génocides nazis. C'est-à-dire pourquoi eux, ils ont dû subir une colonisation, c'est-à-dire des colons qui arrivent à habiter chez eux, et pas seulement habiter avec eux, mais habiter dans un État juif. Proprement dit, juif. Oui. L'idée n'était pas à venir comme les Juifs sont arrivés à New York, vivre avec à Paris, vivre avec des habitants en place. Non, créer un État juif. Donc, si vous voulez, du point de vue de justice historique, si on aurait proposé aux Juifs en 1945-1946 les Sudètes, qui à cette époque étaient vidés de ses habitants allemands, oui, c'était plus logique de les proposer les Sudètes. C'est-à-dire, si on fait un bilan des malheurs des Juifs à cause du nazisme, et le fait que les Sudètes étaient vidés par les Tchèques à cette époque, vous savez, les réfugiés étaient poussés. Par Hitler, bon, si on aurait proposé les Sudètes, je dis ça comme une moitié blague. Oui, provocation. Oui, blague à part. Il n'y a que vous qui vous pouvez dire des choses pareilles. Non, mais blague à part, il y a quelque chose pas juste de jeter des Juifs sur une autre population qui, à cette époque, avant l'année 50, n'a pas eu vraiment une voix. Il faut comprendre, nous trouvons avant vraiment la décolonisation. Donc les gens qui n'étaient pas européens, n'étaient pas blancs, n'ont pas pris ces gens en considération, comme Balfour ne l'a pas pris en considération, on ne les prend pas en 1947. Vous savez, je comprends, parce que je suis israélien d'origine juive, et j'ai étudié une grande partie de ma vie sur le génocide nazi, je comprends très bien pourquoi le monde vote pour un État juif en 1947.
C'est logique. Un plan de partage de la Palestine. Oui. Mais, pour être honnête, partage de Palestine, mais être honnête, je ne crois pas qu'il y a une population du monde qui aurait accepté ça. Qu'on donne une partie de son territoire à une autre qui est venue. Vous comprenez? Et surtout que le partage qui était 55-45, 55 aux Juifs, 45 aux Palestiniens, comme les Palestiniens étaient Palestiniens, Arabes, étaient à cette époque, en Palestine, ils étaient plus ou moins 1,3 million habitants. Et par contre, les Juifs sur place, à l'époque qu'on a divisé les pays, ils étaient 650 000. Je comprends un Arabe à cette époque qui n'accepte pas. À mon avis, à tort, parce que si cette guerre de 48 pénible n'a pas eu lieu, je ne crois pas que l'État d'Israël a existé. Si la guerre n'a pas eu lieu, je ne crois pas, parce que dans l'État juif, face à 650 000 Juifs, il y avait 400 000 Arabes. Vous comprenez? Sans guerre, il n'y aurait pas un État israélien. Vous comprenez? Parce que, avec la guerre, les Palestiniens deviennent réfugiés. Il reste seulement 100 000. Vous parlez de la première guerre donc de 48, des Arabes 48. contre Israël, qui a effectivement déjà compliqué les choses. Oui. Compliqué les choses. Il y avait une vague, ou peut-être pas compliquée. Le contraire. Parce que simplifié, ça dépend de quel simplifié, parce que les territoires étaient vidés. De la population arabe qui a dû fuir, effectivement. Fuir ou chasser. Ouais. Les deux choses. Ouais. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est le contraire. Bon, il restait 100 000 sur place. Les 100 000 sont devenus aujourd'hui, en Israël, citoyens israéliens, il faut faire clair, plus de 1 million. 1,2 million, face aux 6 millions de Juifs. Imaginez qu'à 48, il n'y avait pas une guerre. Ça veut dire qu'il y avait aujourd'hui une majorité arabe probablement dans ce pays, qui s'appelle Israël. Alors il y a eu ensuite la guerre des 6 jours, la guerre de 1967, qui a encore compliqué, changé la donne, évidemment. Les frontières ont changé, et c'est devenu encore plus sensible. Peut-être c'est le moment que je dois insister, même que je fais une critique radicale sur les mythes, les légendes et sur l'histoire officielle. Je ne mets pas en doute aujourd'hui l'existence d'État d'Israël dans les frontières de 67. Je sais que cet État a été bâti sur une injustice profonde. Je sais que c'était bâti sur une violence. Néanmoins, le sionisme a réussi de créer un peuple là-bas, israélien. D'ailleurs, 2 peuples aussi, un peuple palestinien. Ouais. Et on ne peut pas aller en arrière dans l'histoire. C'est très important à comprendre. Et ça, parfois, je dis à des gens qui croient que ma critique radicale sur l'histoire doit se traduire à une position politique radicale. Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il faut reconnaître, et toute ma vie, j'ai exigé de mes amis palestiniens de reconnaître Israël dans les frontières de 67. Je veux insister, pas comme État juif, mais comme État israélien. Ça veut dire, comme républicain, je suis que l'État appartient à tout le monde qui vit là-bas. Je ne parle pas sur les territoires occupés. Et voilà, arrive 67, la guerre de 67, qui fait qu'Israël a conquis des autres territoires avec... Israël attaqué, donc qui a contre-attaqué et qui, par là même, a conquis de nouveaux territoires. Oui. Et Israël a avalé trop de territoires par rapport à la population en place. Il a avalé, il ne s'est pas craché. Et nous nous trouvons aujourd'hui à une situation très bizarre. Notamment à Jérusalem. Oui, Jérusalem était importante dans les mythologies religieuses, plus que la terre d'Israël. Et voilà, le malheur était que les soldats, et moi parmi eux, ont conquis Jérusalem dans la guerre de 67. Je commence le livre d'ailleurs, raconter une histoire, égo-histoire, si vous voulez, dans le sens que j'étais soldat et j'ai participé au combat à Jérusalem. Hélas. Et c'est moi qui ai conquis, avec beaucoup des autres soldats, Jérusalem. La partie orientale de Jérusalem. Les parties arabes de Jérusalem, jusqu'à 67, c'est des Arabes qui habitent là-bas. Donc, ça compliquait toutes les choses. Voilà, les Juifs sont arrivés à la mur de lamentation, et ils ne peuvent pas quitter. Et pas seulement ça. Et ça, c'est important à comprendre. Et j'ai écrit ce livre pour comprendre aussi un point de vue politique. Les malheurs d'Israël aujourd'hui. Logiquement, de façon rationnelle, tout le monde sait
qu'Israël, d'un côté, ne peut pas donner les droits de citoyenneté, de nationalité à des Arabes dans les territoires occupés, parce qu'à ce moment-là, ça va créer un État binational. Et Israël ne veut pas créer une situation d'État que très vite, les judo-israéliens vont devenir minorité. Donc, quel est le choix? Ou quitter les territoires occupés, ou créer un apartheid. Chose faite maintenant dans les territoires occupés. Israël n'est pas un État d'apartheid. Mais dans les territoires occupés... Mais de fait, effectivement, il y a une séparation radicale parfois entre les Palestiniens. En Israël, il y a une certaine ségrégation avec les citoyens arabes, mais pas apartheid. Dans les territoires occupés, il y a des routes séparées et qu'un Arabe n'habite pas dans une colonie et on ne peut pas imaginer et créer une colonie pour les Arabes. En réalité, dans les territoires occupés, il y a un apartheid clair, et pas seulement ça, 45 ans, Israël occupe une population de quelque chose de 4 millions de gens, sans qu'ils aient aucun droit politique et civique, sans qu'ils aient des droits de souveraineté de soi-même. Je ne parle pas sur 45 jours d'occupation nécessaires, je ne parle pas sur 45 mois nécessaire peut-être pour terminer une guerre. Je parle sur une époque historique qui bientôt sera un demi-siècle de tenir une population sans aucun droit civique et politique. Chose inacceptable parmi beaucoup de gens israéliens, démocrates, etc. Je ne suis pas le seul sur ce fait-là. Et je crois, justement, mes positions politiques sont assez modérées, contrairement à la critique radicale de l'histoire. J'accepte les faits, je suis pour les compromis entre Palestiniens et Israéliens. Je voudrais faire clair que l'État palestinien doit être créé. Je crois qu'il faut passer par deux États. Vous êtes favorable à 2 États, plutôt confédérés d'ailleurs. Ah non, je suis pour une confédération. Après la naissance d'État palestinien, la lutte de chacun doit être pour confédérer, pas État binational, mais vous savez, l'Europe est une sorte de confédération. Il nous reste très peu de temps, hélas, il faudra refaire une autre émission. Quand vous reviendrez à Paris, on en fera une, Shlomo Sand. Mais vous expliquez très bien aussi dans ce livre le débat qu'il y a entre le sionisme et le judaïsme. Sionisme contre judaïsme, dites-vous même parfois. Et là, j'ai sous les yeux une citation que vous faites d'un rabbin qui s'appelle le rabbin Gudman, à la fin du 19e siècle, qui écrit ceci. Ces phrases ont une résonance étrange aujourd'hui. Il disait, le rabbin Gudman, si une occasion est donnée aux Juifs dont la lutte pour vivre dans leur patrie actuelle est trop éprouvante d'aller s'établir ailleurs, on ne peut que s'en féliciter. On ne peut que demander et espérer que ces colonies juives, où qu'elles soient ou seront dans le futur en Terre Sainte ou ailleurs, continueront d'exister et de prospérer. Mais ce serait une grande erreur qui irait à l'encontre de l'esprit du judaïsme et de son histoire que de lier cette action de colonisation tout à fait estimable en soi à des aspirations nationales et d'y voir l'accomplissement de la promesse divine. Cet rabbin Gudman, qui était au début un ami de Herzl, il a aimé Herzl, et Herzl a pensé qu'il va devenir le grand rabbin de Jérusalem dans sa utopie. Cet rabbin Gudman a compris le processus historique d'une façon tellement aiguë, je m'étonne de cette sagesse de cet rabbin Gudman, qui était le grand rabbin de Vienne à la fin du 19e siècle. Sa phrase a une résonance extraordinaire aujourd'hui. Extraordinaire. Alors, comment se passe votre travail, Shlomo Sand, en Israël aujourd'hui? Est-ce que vous êtes paria? Est-ce que vous êtes la cible de critiques? J'imagine que oui. Oui, c'est-à-dire... Vous savez que je suis exclu. Heureusement que vous êtes professeur bien installé à Tel Aviv. Voilà, sinon je n'aurais pas osé écrire ces livres. Seulement après la titularisation, je m'ai promis d'écrire ça parce que je pensais que... Mais c'est pas facile. Même que la société israélienne et la culture politique israélienne est assez libérale, quand même, c'est pas facile pour moi. Mais vous savez, chaque fois que je suis très attaqué, très isolé, je me rappelle de Spinoza, qui a souffert beaucoup plus que moi de la part de certains juifs. Et je crois que si Spinoza pourrait tenir le coup, c'est grand Spinoza,
comme modèle pour moi de tenir le coup et continuer à travailler comme ça. Et vous allez continuer à déconstruire les mythes Si on les laisse, oui. J'espère qu'on vous laissera, Shlomo Sand. Merci en tout cas d'être venu nous voir dans ce numéro d'idées. Comme le précédent, votre livre, Comment la terre d'Israël fut inventée, de la terre sainte à la mère patrie, va ouvrir un débat, voire déclencher une polémique, peut-être, ça a déjà commencé. En tout cas, il faut le lire, je le recommande vivement. Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, à écouter aussi sur le site de la radio, www.rfi.fr. Il est réalisé par Vanessa Rovensky. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante. Idées au pluriel @rfi.fr